Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez bien de cette histoire. Nous allons remonter le temps ensemble, jusqu'à une terre où la mer se confond avec le ciel, où les montagnes découpent l'horizon et où les hommes ont construit quelque chose qui allait changer le monde pour toujours. Avant que les temples ne se dressent sur les collines, avant que les philosophes ne marchent dans les rues d'Athènes, avant que les armées ne se heurtent sur les plaines de Marathon, il y avait simplement une terre rocailleuse, découpée par des vallées étroites, entourée par la mer de tous côtés. Les premiers habitants de cette région ne savaient pas encore qu'ils allaient poser les fondations d'une civilisation dont l'influence traverserait les siècles. Ils vivaient dans des villages modestes, cultivaient la terre avec difficulté, élevaient des chèvres et des moutons, pêchaient dans les eaux claires de la Méditerranée. Leurs maisons étaient simples, construites en pierre et en bois, avec des toits de chaume qui protégeaient à peine des pluies d'hiver. Mais quelque chose se préparait, quelque chose qui allait transformer ces communautés dispersées en une force capable de résister aux empires, de créer des œuvres d'art immortelles et de poser des questions qui résonnent encore aujourd'hui. La géographie de cette région jouait un rôle déterminant. Les montagnes divisaient le territoire en petites poches isolées, rendant difficile l'unification politique, mais favorisant l'indépendance des communautés. La mer était omniprésente, visible depuis presque tous les points, invitant au voyage, au commerce, à l'exploration. Les îles parsemaient l'horizon comme des pierres de guet, permettant de naviguer d'un point à un autre sans jamais perdre la terre de vue. Cette configuration unique allait façonner le caractère des peuples qui vivaient là. Ils deviendraient des marins, des commerçants, des explorateurs, mais aussi des citoyens jaloux de leur autonomie, prêts à défendre leur cité contre toute menace extérieure. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter bien avant l'époque des cités grecques, jusqu'à une civilisation qui n'était pas grecque, mais qui allait profondément marquer l'histoire de la région. Sur l'île de Crète, au milieu de la mer Égée, s'est développée une culture que nous appelons aujourd'hui minoenne. Ce nom vient du roi légendaire Minos, un personnage des mythes grecs qui aurait régné sur un palais labyrinthique et gardé un monstre mi-homme mi-taureau appelé le Minotaure. Mais la réalité de cette civilisation était bien plus fascinante que les légendes. Les Minoens ont construit des palais immenses, des centres administratifs et commerciaux, des lieux où circulait l'huile d'olive, le vin, les céramiques fines et les tissus précieux. Le plus célèbre de ces palais était celui de Knossos, situé dans le centre de l'île, non loin de la côte nord. Quand l'archéologue britannique Arthur Evans a commencé à fouiller le site au début du XXe siècle, il a découvert un complexe architectural qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Le palais couvrait une superficie de plus de 20 000 mètres carrés. C'était un labyrinthe de couloirs, de salles décorées de fresques aux couleurs vives, de magasins remplis de jarres géantes appelées pitois, capables de contenir des centaines de litres d'huile ou de grains. Sur les murs, il y avait des peintures représentant des dauphins bondissant dans les vagues, des taureaux puissants, des jeunes gens sautant par-dessus les cornes d'un taureau dans un rituel étrange et dangereux qui témoignait peut-être d'une cérémonie religieuse ou d'un rite de passage. Ces images nous montrent un monde où la mer était au centre de tout, où les bateaux minoens voyageaient d'île en île, commerçant avec l'Égypte, la Syrie et les côtes de l'Anatolie. Des fragments de poterie minoenne ont été retrouvés dans des sites aussi éloignés que la vallée du Nil et les côtes de l'Italie du Sud, témoignant de l'étendue de leurs réseaux commerciaux. Les palais minoens n'étaient pas des forteresses. Ils n'avaient pas de murailles massives pour se protéger, pas de tours de guet, pas de fossés défensifs. Cela signifie que les Minoans vivaient dans une relative sécurité, protégés peut-être par leur flotte puissante qui contrôlait les routes maritimes et empêchait les pirates ou les envahisseurs de s'approcher de leurs côtes. À l'intérieur des palais, on trouvait des ateliers où des artisans fabriquaient des bijoux en or filigrane d'une délicatesse extraordinaire, des vases en céramique décorés de motifs élégants représentant des fleurs, des pieuvres, des poissons, des
figurines en faïence représentant des déesses ou des prêtresses vêtues de robes à volants, les seins nus selon la mode de l'époque. La vie quotidienne était organisée autour de ces centres. Les scribes notaient les quantités de nourriture stockées, les arrivées et les départs de marchandises, les tributs versés par les villages environnants, créant une bureaucratie complexe qui permettait de gérer efficacement les ressources de l'île. Tout cela, nous le savons, grâce aux tablettes d'argile retrouvées dans les ruines, couvertes d'une écriture que nous appelons le linéaire A, un système composé de signes qui représentent des syllabes et des objets. Malgré des décennies de recherche, nous n'avons toujours pas complètement déchiffré le linéaire A. Ce mystère ajoute une couche de fascination à cette civilisation disparue. Qui étaient ces gens exactement? Quelle langue parlaient-ils? Quelles étaient leurs croyances profondes? Nous ne le savons pas avec certitude, mais les fresques et les objets qu'ils ont laissés nous donnent des indices. Il semble qu'ils vénéraient une déesse principale, peut-être une déesse de la fertilité ou de la nature, et que les femmes jouaient un rôle important dans la société, peut-être même un rôle religieux central. Pendant ce temps, sur le continent grec, une autre culture prenait forme. Elle était différente de celle de Crète, plus guerrière, plus centrée sur la défense et la conquête. Cette culture, nous l'appelons mycénienne, du nom de Mycène, l'une de ces cités les plus importantes, située dans le Péloponnèse, dans la région que nous appelons aujourd'hui l'Argolide. Les Mycéniens parlaient une forme archaïque du grec, ce que nous savons grâce au déchiffrement de leur écriture, et vénérèrent des dieux qui ressemblaient déjà à ceux que connaîtront Homère et les poètes classiques, Zeus, Héra, Poséidon, Athéna. Leurs noms apparaissent sur les tablettes d'argile retrouvées dans les palais mycéniens. Preuve que ces divinités étaient déjà honorées il y a plus de 3000 ans. Les Mycéniens construisaient des forteresses massives, perchées sur des collines dominant les plaines environnantes. Les murs de ces citadelles étaient construits avec d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs tonnes, ajustés sans mortier avec une précision remarquable. Ces murs étaient si épais, si imposants, que les Grecs de l'époque classique, 1000 ans plus tard, croyaient que seuls des géants, des cyclopes, avaient pu les ériger. Les portes de Mycène sont ornées de 2 lionnes sculptées dans la pierre, dressées de part et d'autre d'une colonne, un symbole de pouvoir et de majesté qui gardait l'entrée de la citadelle. Quand on passe sous cette porte aujourd'hui, on ressent encore la force de ceux qui l'ont construite il y a plus de 3000 ans. On imagine les guerriers mycéniens passant sous cette arche, revenant d'une expédition, leurs chars tirés par des chevaux, leurs armes de bronze brillant au soleil. Les Mycéniens étaient des guerriers, mais aussi des commerçants et des administrateurs. Ils ont développé un système d'écriture, le linéaire B, qui était une adaptation du linéaire A minoen. Contrairement au linéaire A, nous avons réussi à déchiffrer le linéaire B dans les années 1950 grâce au travail de 2 chercheurs britanniques, Michael Ventris et John Chadwick. Ce déchiffrement nous a ouvert une fenêtre sur le monde mycénien. Les tablettes nous parlent de réserves de grains, de troupeaux de moutons comptés par centaines, de distribution d'huile et de vin aux travailleurs, de fabrication d'armes et de chars de guerre, de marins et de rameurs enregistrés pour servir dans la flotte. Elles nous montrent une société organisée, hiérarchisée, où chaque ressource était comptée, où l'État contrôlait une grande partie de l'économie, où les palais fonctionnaient comme des centres administratifs complexes. Les palais mycéniens, comme ceux de Pylos, de Tirynthe ou de Thèbes, étaient des centres de pouvoir où vivaient les rois, appelés wanax dans les tablettes, entourés de scribes qui tenaient les registres, de prêtres qui accomplissaient les rituels, de soldats qui défendaient le royaume, et d'artisans qui fabriquaient les objets de luxe et les armes. Les élites mycéniennes aimaient les objets précieux. Dans les tombes royales découvertes à Mycène par l'archéologue allemand Heinrich Schliemann à la fin du XIXe siècle, on a trouvé des masques funéraires en or, des coupes en or décorées, des épées avec des lames incrustées de scènes de
chasse des bijoux raffinés. Ces objets témoignent d'une société prospère, où les élites affichaient leur richesse et leur statut à travers des biens précieux. Mais ni les Minoens ni les Mycéniens n'ont duré pour toujours. Vers le milieu du 2e millénaire avant notre ère, quelque chose s'est produit en Crète. Les palais ont été détruits. Certains pensent qu'un tremblement de terre massif a frappé l'île. D'autres croient qu'une éruption volcanique sur l'île voisine de Santorin, alors appelée Terra, a provoqué un tsunami géant qui a balayé les côtes crétoises. L'éruption de Santorin a été l'une des plus violentes de l'histoire humaine, comparable à l'éruption du Krakatoa au XIXe siècle. Elle a laissé un cratère immense, une caldeira remplie d'eau, et a probablement projeté des cendres sur une vaste région, obscurcissant le ciel et détruisant les récoltes. D'autres encore pensent que des envahisseurs mycéniens ont conquis l'île, profitant peut-être d'un affaiblissement causé par une catastrophe naturelle. Quelle que soit la cause exacte, la civilisation minoenne a décliné rapidement. Les palais ont été abandonnés ou reconstruits à plus petite échelle. L'écriture linéaire A cessé d'être utilisée. Le pouvoir est passé des Minoens aux Mycéniens, qui ont établi leur présence en Crète et ont commencé à utiliser le linéaire B pour administrer l'île. La culture brillante qui avait dominé la mer Égée pendant des siècles a disparu dans l'ombre, ne laissant que des ruines magnifiques et des légendes qui allaient inspirer les poètes grecs des siècles plus tard. Sur le continent, les Mycéniens ont continué pendant un temps, atteignant leur apogée vers 1300 avant notre ère. Mais eux aussi ont fini par s'effondrer. Vers 1200 avant notre ère, une vague de destruction a frappé le monde égéen. Les palais ont brûlé, souvent de manière simultanée ou dans un court laps de temps. Les villes ont été abandonnées. Les habitants ont fui ou ont été tués. L'écriture linéaire B a disparu, et avec elle, toute la bureaucratie complexe qui faisait fonctionner ces royaumes. Les raisons de cet effondrement restent l'un des plus grands mystères de l'archéologie méditerranéenne. On parle de tremblements de terre, qui auraient pu frapper plusieurs sites en même temps le long des failles sismiques de la région. On parle de famines causées par des sécheresses ou des changements climatiques qui auraient rendu l'agriculture difficile et provoqué des pénuries alimentaires. On parle de guerre civile, de lutte pour le pouvoir entre les différents royaumes mycéniens qui se seraient affaiblis mutuellement. On parle d'invasion de peuples du Nord, appelés les Doriens dans la tradition grecque, qui seraient descendus dans la péninsule avec leurs armes de fer, plus résistantes que le bronze mycénien. On parle aussi des mystérieux peuples de la mer, une coalition de groupes migrants qui ont attaqué les côtes de la Méditerranée orientale à la fin de l'âge du bronze, détruisant l'empire hittite en Anatolie, ravageant les côtes syriennes et palestiniennes, et attaquant même l'Égypte, où ils ont été repoussés de justesse par le pharaon Ramsès III. Peut-être ces peuples de la mer ont-ils aussi attaqué la Grèce mycénienne, contribuant à son effondrement. La vérité est probablement une combinaison de tous ces facteurs. Un système complexe comme la civilisation mycénienne pouvait s'effondrer rapidement si plusieurs crises se produisaient en même temps. Si les tremblements de terre détruisaient les infrastructures, si la sécheresse réduisait les récoltes, si les guerres perturbaient le commerce et si des envahisseurs attaquaient les côtes, alors le système administratif centralisé qui tenait tout ensemble pouvait s'effondrer comme un château de cartes. Ce qui est certain, c'est que le monde mycénien s'est désintégré rapidement et complètement. Les grands palais sont devenus des ruines. Les routes commerciales ont été interrompues. La population a diminué de manière drastique. Et la Grèce est entrée dans une période que les historiens appellent les siècles obscurs. Une période qui a duré environ 400 ans, de 1200 à 800 avant notre ère. Ces siècles obscurs ne sont pas obscurs parce qu'il ne s'y passait rien, mais parce que nous avons très peu d'informations sur cette époque. L'écriture a disparu presque complètement, et avec elle, les documents qui nous auraient permis de comprendre ce qui se passait. Les constructions monumentales ont cessé. Les objets retrouvés dans les tombes sont plus simples, moins nombreux. Les villages étaient plus petits.
Mais les gens continuaient à vivre. Ils formaient de petites communautés, cultivaient la terre avec des outils simples, élevaient des animaux, fabriquaient des poteries décorées de motifs géométriques simples, des cercles, des lignes, des triangles. Ils enterraient leurs morts avec quelques objets, pas les trésors somptueux des tombes mycéniennes, mais de modestes offrandes qui témoignaient quand même d'une croyance en une vie après la mort. Et ils transmettaient oralement les histoires des héros et des dieux. C'est dans cette tradition orale que se sont conservées les légendes de la guerre de Troie, du siège de la cité par les Grecs, conduit par Agamemnon, roi de Mycène, des exploits d'Achille, le plus grand guerrier grec, de la ruse d'Ulysse qui a conçu le cheval de Troie, du long voyage de retour d'Ulysse vers son île d'Ithaque, semé d'aventures extraordinaires. Ces histoires allaient plus tard être rassemblées et transformées en poèmes épiques par un poète, ou peut-être plusieurs poètes, que la tradition a appelé Homère. L'Iliade et l'Odyssée, les deux grandes épopées attribuées à Homère, ont été composées vers le 8e siècle avant notre ère, mais elles racontèrent des événements qui se seraient produits 4 ou 5 siècles plus tôt, à l'époque mycénienne. Ces poèmes sont un mélange de souvenirs déformés de l'âge du bronze et d'éléments contemporains de l'époque de leur composition. Ils nous donnent un aperçu précieux, même si indirect, du monde grec en transition. Pendant ces siècles obscurs, la Grèce a profondément changé. Les anciennes structures palatiales centralisées ont disparu, et à leur place sont apparues de nouvelles formes d'organisation sociale, plus décentralisées, plus participatives. Les communautés étaient plus petites, plus autonomes. Les décisions n'étaient plus prises par un roi puissant entouré de scribes et de courtisans, mais par des assemblées d'hommes libres qui se réunissaient pour discuter des affaires communes. Le pouvoir n'était plus concentré entre les mains d'un seul individu, mais partagé entre plusieurs familles nobles, les aristois, les meilleurs, qui possédaient la terre et formaient une élite guerrière. Ces aristois se réunissaient en conseil pour débattre et prendre des décisions importantes. C'est dans ce contexte, lentement, progressivement, que sont nées les premières cités-États grecques, les polais. Ce processus de formation des polais, que les historiens appellent le synecisme, consistait en un regroupement progressif de villages dispersés autour d'un centre urbain fortifié. Les habitants de ces villages commençaient à se considérer comme membres d'une même communauté, partageant les mêmes dieux protecteurs, les mêmes ancêtres mythiques, les mêmes lois. Ils construisaient un sanctuaire commun sur une colline, une acropole, où ils érigeaient des temples aux dieux. Ils aménageaient une place publique, une agora, où ils se réunissaient pour échanger des marchandises, discuter des nouvelles, débattre des décisions à prendre. Autour de ce centre se développèrent des quartiers résidentiels, des ateliers d'artisans, des marchés. Les polais étaient généralement petites, souvent pas plus grandes qu'une ville moderne, et les terres agricoles environnantes dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Athènes était l'une des plus grandes, avec un territoire, l'Attique, d'environ 2500 km². Mais la plupart des polais étaient beaucoup plus petites. Certaines ne comptaient que quelques milliers d'habitants. Mais quelle que soit leur taille, elles étaient le centre de la vie politique, sociale, religieuse et économique. Chaque polis avait ses propres lois, écrites ou coutumières, ses propres magistrats élus ou tirés au sort, ses propres dieux protecteurs qu'on honorait lors de fêtes annuelles, ses propres traditions et ses propres symboles. Les citoyens d'une polis se réunissaient sur l'agora pour discuter des affaires de la cité, voter les lois, élire les magistrats, rendre la justice. Ce système n'était pas démocratique au sens moderne du terme. Seuls les hommes libres adultes, possédant généralement des terres, avaient le droit de participer à la vie politique. Les femmes, même celles des familles aisées, étaient exclues de la sphère publique et confinées dans la sphère domestique. Les esclaves, qui pouvaient représenter une proportion importante de la population, n'avaient aucun droit. Les étrangers, appelés métèques,
même s'ils vivaient dans la cité depuis des générations, ne pouvaient pas devenir citoyens. Mais malgré ces limitations, c'était quand même une forme de participation politique beaucoup plus large que dans les monarchies orientales, où tout le pouvoir appartenait au roi et où les sujets n'avaient aucune voix dans les décisions. Dans la polis grecque, au moins une partie de la population masculine avait le droit de se faire entendre, de débattre, de voter. Et cette idée, que les citoyens libres avaient le droit de participer au gouvernement de leur communauté, était révolutionnaire. Elle allait devenir l'une des contributions les plus importantes de la Grèce au patrimoine politique de l'humanité. Parmi toutes les cités grecques, 2 se sont particulièrement distinguées par leur puissance, leur influence et leur caractère unique, Athènes et Sparte. Ces 2 cités ont développé des modèles de société radicalement différents, presque opposés, et leur rivalité allait marquer profondément l'histoire de la Grèce classique. Comprendre la différence entre Athènes et Sparte, c'est comprendre 2 visions différentes de ce que devait être une communauté humaine. Athènes était située dans la région de l'Attique, une péninsule rocailleuse et assez aride du sud-est de la Grèce, entourée par la mer sur 3 côtés. La ville elle-même était construite autour d'une colline appelée l'Acropole, un rocher escarpé qui dominait la plaine environnante et qui servait de refuge en cas d'attaque. Au sommet de l'Acropole se dressaient les temples des dieux, en particulier le temple d'Athéna, la déesse protectrice de la cité. En bas s'étendait la ville basse, avec ses ruelles étroites, ses maisons modestes, ses ateliers d'artisans, et surtout l'agora, la grande place publique qui était le cœur battant de la vie athénienne. Au début de son histoire, Athènes était gouvernée par des aristocrates, des familles nobles qui possédaient la majeure partie de la terre fertile de l'Attique et qui contrôlaient les institutions politiques et juridiques. Ces familles se transmettaient le pouvoir de génération en génération, monopolisant les magistratures importantes, rendant la justice selon leurs propres intérêts, exploitant les petits paysans. Cette situation créait des tensions croissantes dans la société athénienne. Les petits paysans, qui formaient la majorité de la population, travaillaient dur sur leurs parcelles rocailleuses, mais ils avaient du mal à survivre. Les mauvaises récoltes les forçaient à emprunter du grain aux grands propriétaires. Quand ils ne pouvaient pas rembourser, ils perdaient leurs terres. Certains tombaient même en esclavage pour dette, eux-mêmes ou leurs enfants devenant la propriété de leurs créanciers. Cette pratique cruelle menaçait de détruire le tissu social de la cité. La société athénienne était au bord de la crise, au bord de la guerre civile entre riches et pauvres. C'est alors qu'un homme appelé Solon est intervenu. Vers l'an 600 avant notre ère, face à la menace d'une révolution sociale, les Athéniens ont choisi Solon, un aristocrate respecté, pour réformer les lois de la cité et résoudre la crise. Solon était connu pour sa sagesse, sa modération et son intégrité. Il était aussi poète, et plusieurs de ses poèmes ont survécu, dans lesquels il explique sa philosophie politique. Il croyait que la justice devait être équilibrée, que ni les riches ni les pauvres ne devaient avoir trop de pouvoir, que la loi devait protéger les faibles sans punir injustement les forts. Les réformes que Solon a mises en place ont été radicales et ont jeté les bases de la future démocratie athénienne. D'abord, il a aboli complètement l'esclavage pour dette, la sesasteia, le rejet du fardeau. Il a libéré tous ceux qui avaient été réduits en esclavage pour dette, et il a interdit pour l'avenir de réduire un citoyen athénien en esclavage pour des raisons économiques. C'était une mesure révolutionnaire qui protégeait la dignité des citoyens les plus pauvres. Ensuite, il a réorganisé la structure sociale d'Athènes. Il a divisé les citoyens en 4 classes selon leur richesse, mesurées en production agricole annuelle. La première classe, les Pentacosiomédimnes, produisaient au moins 500 mesures de grains par an. La deuxième classe, les hippies ou cavaliers, produisaient 300 mesures. La troisième classe, les eugites, produisaient 200 mesures. La quatrième classe, les têtes, produisaient moins de 200 mesures, ou ne possédaient pas de terre du tout. Chaque classe avait des droits politiques
et des obligations militaires correspondant à sa richesse. Les plus riches pouvaient accéder à toutes les magistratures et devaient en servir dans la cavalerie, ce qui coûtait cher, car il fallait posséder et entretenir un cheval. Les classes moyennes pouvaient accéder à certaines magistratures et servaient comme hoplites des fantassins lourdement armés. Les plus pauvres ne pouvaient pas être magistrats, mais ils avaient le droit de participer à l'assemblée du peuple et de voter les lois. Ils servaient comme rameurs dans la flotte ou comme troupes légères dans l'armée. Ce système liait les droits politiques à la contribution militaire et économique à la cité, mais il donnait quand même une voix à tous les citoyens, même les plus pauvres. Solon a aussi créé de nouvelles institutions. Il a établi un conseil de 400 membres, 100 par tribu, choisis parmi les 3 premières classes, pour préparer les lois avant qu'elles ne soient votées par l'Assemblée du peuple. Il a réformé le système juridique, permettant à n'importe quel citoyen de porter plainte au nom d'une victime, ce qui limitait le pouvoir des grandes familles dans les tribunaux. Il a même permis aux citoyens de faire appel des décisions des magistrats devant un tribunal populaire composé de citoyens tirés au sort. Ces réformes étaient un compromis entre les intérêts des riches et ceux des pauvres. Elles ne satisfaisaient complètement aucun des deux groupes, mais elles ont évité la guerre civile et ont créé un cadre dans lequel la démocratie athénienne pourrait se développer plus tard. Solon lui-même était conscient que son œuvre ne plairait pas à tout le monde. Dans un de ses poèmes, il écrit qu'il s'est tenu comme un bouclier entre les deux camps, empêchant l'un d'écraser l'autre. Après avoir promulgué ces réformes, selon la tradition, Solon a quitté Athènes pour 10 ans, voyageant en Égypte et en Asie mineure, pour éviter que les gens ne le pressent de modifier ses lois. Il voulait que les Athéniens apprennent à vivre avec ces nouvelles règles sans dépendre de lui. Mais les réformes de Solon, aussi importantes qu'elles aient été, n'ont pas complètement stabilisé Athènes. Les tensions entre les différentes factions aristocratiques ont continué. Dans les décennies qui ont suivi, Athènes a connu une période de troubles politiques, de lutte pour le pouvoir entre différentes familles nobles. C'est dans ce contexte qu'un homme appelé Pisistrate a réussi à prendre le pouvoir et à s'établir comme tyran. Le mot tyran, à l'époque, ne signifiait pas forcément un dirigeant cruel ou oppressif. Il désignait simplement quelqu'un qui avait pris le pouvoir par la force ou par des moyens non constitutionnels, sans respecter les lois traditionnelles. Un tyran pouvait être un bon dirigeant ou un mauvais dirigeant. Pisistrate s'est avéré être un tyran relativement bienveillant. Pisistrate a pris le pouvoir pour la première fois vers 560 avant notre ère. Mais il a été chassé 2 fois et a dû reconquérir le pouvoir à chaque fois. Finalement, il s'est établi solidement et a régné jusqu'à sa mort en 527. Pendant son règne, il a gouverné avec habileté et modération. Il a laissé en place les institutions créées par Solon, mais il s'est assuré que ses partisans occupaient les postes clés. Il a aidé les petits paysans en leur prêtant de l'argent pour acheter des semences et des outils. Il a encouragé le commerce et l'artisanat. Il a lancé de grands travaux publics, construisant des aqueducs pour amener l'eau dans la ville, des fontaines publiques, des temples. Il a embelli l'acropole et a encouragé les arts et la littérature. On dit que c'est sous son règne que les poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée ont été rassemblés et fixés par écrit pour la première fois. Sous Pisistrate, Athènes est devenue plus prospère et plus influente. La cité a frappé ses propres pièces de monnaie, les fameuses chouettes athéniennes, qui sont devenues largement acceptées dans toute la mer Égée. Les potiers athéniens ont développé le style de céramique à figure noire, puis à figure rouge, qui était exporté dans toute la Méditerranée. Athènes est devenue un centre culturel et économique important, mais le règne de Pisistrate était personnel. Il dépendait de sa propre habileté et de sa popularité. Quand il était mort, le pouvoir est passé à ses fils, Hippias et Hipparque. Les fils de Pisistrate n'avaient pas le talent politique de leur père. Hipparque a été assassiné en 514 par 2 jeunes aristocrates, Harmodios et Aristogiton.
pour des raisons qui semblent avoir été davantage personnelles que politiques, mais qui ont été transformées plus tard en un acte héroïque de résistance à la tyrannie. Après cet assassinat, Hippias est devenu paranoïaque et répressif. Il a commencé à persécuter ses opposants réels ou imaginaires. Son règne est devenu de plus en plus impopulaire. Finalement, en 510, avec l'aide de Sparte, il a été renversé et chassé d'Athènes. La tyrannie était terminée, et Athènes avait maintenant la possibilité de développer un système politique plus participatif. C'est alors qu'un homme appelé Clisthène est intervenu. Clisthène était membre d'une puissante famille aristocratique, les Alcméonides, mais il a entrepris des réformes qui ont radicalement transformé la structure politique d'Athènes et ont créé les fondements de la démocratie classique. En 508 avant notre ère, Clisthène a complètement réorganisé la structure politique et sociale de la cité. Son but était de briser le pouvoir des vieilles familles aristocratiques et de créer un système où l'identité politique des citoyens serait basée non pas sur leur appartenance à une famille noble, mais sur leur résidence territoriale. Clisthène a divisé l'Attique en 3 régions: la côte, la ville et l'intérieur des terres. Puis, il a divisé chaque région en 10 sections. Il a ensuite créé 10 nouvelles tribus, chacune composée de 3 sections, une de chaque région. Cela signifiait que chaque tribu contenait des citoyens de la côte, de la ville et de l'intérieur, mélangeant des gens de différentes classes sociales et de différentes régions. Ce système ingénieux brisait les anciennes loyautés locales et familiales et forçait les citoyens de différentes parties de l'Attique à travailler ensemble. Un paysan de l'intérieur des terres pouvait se retrouver dans la même tribu qu'un riche armateur du Pirée et un artisan de la ville d'Athènes. Ils devaient coopérer, servir ensemble dans l'armée, participer ensemble aux rituels religieux de la tribu. Clisthène a créé un nouveau conseil, le Conseil des 500. 50 membres par tribu, tirés au sort chaque année parmi les citoyens volontaires de plus de 30 ans. Ce conseil préparait l'ordre du jour de l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, qui était ouverte à tous les citoyens mâles adultes et qui votait les lois, décidait de la guerre et de la paix, élisait les stratèges, les généraux qui commandèrent l'armée. L'Ecclésia se réunissait sur une colline appelée la Pnyx, à l'ouest de l'acropole, et pouvait rassembler des milliers de citoyens lors des séances importantes. Clisthène a aussi introduit l'ostracisme, une procédure remarquable qui permettait aux citoyens de voter une fois par an pour exiler pendant 10 ans un homme jugé dangereux pour la démocratie. Lors de ce vote, les citoyens écrivaient le nom de la personne qu'ils voulaient exiler sur un tesson de poterie, un ostrakon. Si un homme recevait au moins 6000 votes contre lui, il devait quitter Athènes pour 10 ans, mais il conservait sa citoyenneté et ses biens, et il pouvait revenir après l'expiration de son exil. Cette procédure permettait de neutraliser les hommes trop ambitieux ou trop puissants sans recourir à la violence ou à l'exécution. C'était une soupape de sécurité pour la démocratie. Ces réformes de Clisthène ont été fondamentales. Elles ont transformé Athènes en une véritable démocratie, où chaque citoyen avait une voix et pouvait participer directement aux décisions. Ce n'était pas une démocratie représentative comme les nôtres aujourd'hui, où nous élisons des représentants qui prennent les décisions à notre place. C'était une démocratie directe, où les citoyens eux-mêmes votaient les lois lors de l'Assemblée. Bien sûr, cette démocratie avait ses limites. Comme je l'ai dit, les femmes, les esclaves et les étrangers en étaient exclus. Même parmi les citoyens, seuls ceux qui avaient le temps et les moyens de se rendre à Athènes pour assister à l'Assemblée participaient régulièrement. Les paysans des régions éloignées de l'Attique avaient du mal à laisser leurs champs pour venir voter. Mais malgré ces limitations, c'était quand même un système remarquablement participatif pour l'époque. Et il a permis à Athènes de développer une culture politique vivante, où le débat, l'argumentation, la persuasion étaient au cœur de la vie publique. À Sparte, l'histoire était totalement différente. Sparte était située dans la région de Laconie, dans une vallée fertile du sud du Péloponnèse,
arrosée par le fleuve Eurotas. Contrairement à Athènes, Sparte n'était pas une ville au sens habituel du terme. C'était plutôt un ensemble de villages dispersés, sans murailles, sans agora monumentale, sans grand temple. Les Spartiates ne croyaient pas aux constructions ostentatoires. Leur fierté était leur armée, et ils disaient que les véritables murailles de Sparte étaient ses guerriers. La société spartiate était organisée autour d'un principe unique et obsessionnel, la discipline militaire. Les Spartiates étaient avant tout des guerriers professionnels. Dès leur naissance, les enfants spartiates étaient examinés par les anciens. Si un bébé était jugé faible ou mal formé, il était abandonné sur les pentes du mont Taïget et laissé mourir. C'était une pratique brutale, mais elle reflétait la mentalité spartiate. Seuls les forts méritèrent de vivre. Les garçons qui survivaient à cette première sélection étaient élevés par leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis, ils quittèrent leur famille pour entrer dans le système éducatif spartiate, l'agogé. L'agogé était un entraînement rigoureux qui durait jusqu'à l'âge de 20 ans. Les garçons vivaient en groupe dans des casernes sous la supervision de jeunes adultes qui servaient d'instructeurs. Ils apprenaient à supporter la douleur, à obéir aux ordres sans questionner, à se battre, à survivre dans des conditions difficiles. Ils marchaient pieds nus toute l'année, même en hiver. Ils portaient des vêtements simples et légers. Ils dormaient sur des lits de roseaux qu'ils devaient couper eux-mêmes avec leurs mains, sans utiliser de couteau, pour que les roseaux piquants les endurcissent. Ils mangèrent peu, des rations insuffisantes pour les forcer à apprendre à voler de la nourriture. On leur apprenait à voler pour survivre, mais s'ils se faisaient prendre, ils étaient punis sévèrement, non pas pour avoir volé, mais pour s'être fait prendre, pour avoir manqué d'habileté. Cette éducation, brutale selon nos standards, avait pour but de former des soldats parfaits, capables de tout sacrifier pour leur cité, capables de supporter n'importe quelle souffrance sans se plaindre, capables de mourir sans peur. Les jeunes Spartiates apprenaient aussi la musique et la danse, mais même ces arts étaient orientés vers des fins militaires. Ils chantaient des chants de guerre, des païens, qui glorifiaient le courage et le sacrifice. Ils dansaient des danses guerrières qui imitaient les mouvements du combat. Tout dans l'éducation spartiate était conçu pour créer des guerriers disciplinés et obéissants. À 20 ans, après avoir terminé l'agogé, un jeune Spartiate devenait un citoyen à part entière, un homoios, un égal. Mais même alors, sa vie restait strictement réglementée. Il était assigné à un mess commun, un sycition, où il mangeait tous les jours avec les mêmes compagnons. Ses repas étaient simples et frugaux. Le plat principal était le fameux brouet noir spartiate, une soupe à base de sang de porc, de vinaigre et de sel, qui était réputée pour son goût horrible. Un visiteur étranger aurait dit après avoir goûté le brouet noir qu'il comprenait maintenant pourquoi les Spartiates ne craignaient pas la mort. Avec une telle nourriture, la mort devait sembler un soulagement. Les Spartiates adultes ne travaillaient pas la terre et ne pratiquaient aucun métier. Ce travail était fait par les Ilotes, une population asservie qui cultivait les champs des Spartiates et leur fournissait la nourriture. Les Ilotes étaient des descendants des populations conquises par Sparte lors de ces guerres d'expansion, en particulier les Messéniens, les habitants de la région voisine de Messénie. Les Ilotes étaient traités durement. Ils étaient obligés de remettre une partie fixe de leur production aux Spartiates. Ils n'avaient aucun droit politique. Et pour les maintenir dans la terreur, les Spartiates pratiquaient l'acrypsie, une institution sinistre où de jeunes guerriers spartiates étaient envoyés la nuit pour tuer des Ilotes, en particulier ceux qui semblaient forts ou intelligents, afin de décourager toute velléité de révolte. Cette dépendance envers les Ilotes créait une situation paradoxale. Les Spartiates vivaient dans la peur constante d'une révolte des Ilotes, qui les dépassait largement en nombre. C'est en partie pour cette raison qu'ils maintenaient une discipline militaire si stricte. Leur société était organisée comme un camp militaire permanent.
toujours prêts pour la guerre, non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre les ennemis intérieurs. Cette peur des Ilotes explique aussi pourquoi les Spartiates hésitaient souvent à envoyer leur armée loin de la Laconie. Ils craignaient que leur absence ne provoque une révolte. Le gouvernement de Sparte était complexe et unique. Au sommet, il y avait 2 rois héréditaires, appartenant à 2 familles différentes, les Agiades et les Eurypontides. Ces 2 rois gouvernaient ensemble, se contrôlant mutuellement. En temps de guerre, généralement un seul des 2 commandait l'armée, l'autre restant à Sparte. À côté des rois, il y avait la Gérousie, un conseil de 30 membres, composé des 2 rois et de 28 anciens âgés de plus de 60 ans, élus à vie. La Gérousie préparait les lois et servait de tribunal pour les crimes graves. En dessous, il y avait les éphores, 5 magistrats élus chaque année par l'Assemblée du peuple. Les éphores avaient des pouvoirs très étendus. Ils supervisaient l'éducation des jeunes, ils pouvaient convoquer la Gérousie et l'Assemblée, ils pouvaient même déposer les rois s'ils estimaient qu'ils ne remplissaient pas leurs devoirs. Et enfin, il y avait l'Assemblée du peuple, l'Apella, composée de tous les citoyens spartiates âgés de plus de 30 ans. Mais cette assemblée avait des pouvoirs limités. Elle votait oui ou non sur les propositions qui lui étaient soumises par la Gérousie. Mais elle ne pouvait pas débattre ni amender les lois. Ce système complexe de check and balance, de contrôle et d'équilibre, était conçu pour éviter qu'un individu ou un groupe ne concentre trop de pouvoir. Mais en pratique, il créait un conservatisme extrême. Sparte était une société figée, qui changeait très lentement, qui regardait avec méfiance toute innovation. Les Spartiates idéalisaient leur propre système, qu'ils attribuaient à un législateur légendaire appelé Lycurgue. Selon la tradition, Lycurgue avait reçu ses lois de l'oracle de Delphes et avait fait jurer aux Spartiates de ne rien changer à ses lois jusqu'à son retour. Puis il était parti en exil volontaire et n'était jamais revenu, garantissant ainsi que les lois resteraient inchangées pour toujours. Ainsi, Athènes et Sparte représentaient 2 modèles complètement différents de cités grecques. Athènes valorisait la parole, le débat, la participation politique, l'innovation, l'art, la culture, le commerce. Sparte valorisait le silence, l'obéissance, la discipline, la tradition, la force physique, le sacrifice pour la communauté. Les Athéniens aimaient les longs discours, les discussions philosophiques, le théâtre, la poésie. Les Spartiates méprisaient les longs discours et avaient développé un style de parole laconique de Laconie. Bref, direct, souvent mordant. Quand Philippe de Macédoine a envoyé un message menaçant aux Spartiates disant « Si j'entre en Laconie, je raserai Sparte jusqu'aux fondations », les Spartiates auraient répondu par un seul mot « si ». Ces 2 modèles coexistaient dans le monde grec, parfois en s'affrontant, parfois en s'alliant. Pendant longtemps, les relations entre Athènes et Sparte ont été tendues, mais pas ouvertement hostiles. Chacune respectait la force de l'autre. Mais leur plus grand moment d'alliance, le moment où elles ont dû mettre de côté leurs différences pour faire face à une menace commune, est venu au début du 5e siècle avant notre ère, quand une puissance étrangère, immense et terrifiante, a menacé d'engloutir toute la Grèce. Cette puissance venait de l'Est, l'Empire perse. L'Empire perse était la plus grande puissance du monde antique à cette époque. Fondé par Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle avant notre ère, il s'étendait de la vallée de l'Indus à l'ouest de l'Anatolie, des steppes d'Asie centrale aux côtes de l'Afrique du Nord. Les Perses gouvernaient des dizaines de peuples différents, parlant des dizaines de langues différentes, pratiquant des dizaines de religions différentes. Cet empire était organisé avec une efficacité remarquable. Il était divisé en satrapies, des provinces gouvernées par des satrapes nommés par le roi. Un réseau de routes royales, surveillé par des relais de poste, permettait aux messagers
et aux armées de traverser l'empire rapidement. Le roi perse, le grand roi, résidait dans des palais somptueux à Persépolis, Suse, Ecbatane ou Babylone. Il était entouré d'une cour brillante et d'une bureaucratie efficace. Son armée était immense, recrutée parmi tous les peuples de l'empire. Comparé à cet empire gigantesque, le monde grec semblait minuscule et insignifiant. Les cités grecques étaient petites, souvent en conflit les unes avec les autres, pauvres en comparaison des richesses de la Perse. Mais elles avaient quelque chose que l'empire perse n'avait pas. Une population d'hommes libres prêts à se battre pour défendre leur liberté et leur autonomie. Cette différence allait s'avérer décisive. Les premières frictions entre les Grecs et les Perses sont apparues à la fin du VIe siècle avant notre ère. Quand Cyrus puis son fils Cambyse et enfin Darius Ier ont conquis l'Anatolie occidentale, où se trouvaient de nombreuses cités grecques, les cités ioniennes. Ces cités, riches et prospères grâce au commerce maritime, se sont retrouvées sous domination perse. Au début, les Perses les ont gouvernées indirectement, à travers des tyrans locaux qui étaient leurs clients. Mais beaucoup de Grecs d'Ionie supportaient mal cette domination étrangère et rêvaient de retrouver leur liberté. En 500 avant notre ère, les cités ioniennes se sont révoltées contre la domination perse. La cité de Milet a pris la tête de la révolte. Les rebelles ont demandé de l'aide aux cités grecques du continent. Sparte a refusé, jugeant l'entreprise trop risquée. Mais Athènes, motivée peut-être par des liens de parenté avec les Ioniens, a accepté d'envoyer une petite flotte de 20 navires. Érétrie, une autre cité grecque, a envoyé 5 navires. Cette aide était modeste, presque symbolique, mais elle a eu des conséquences énormes. Les rebelles grecs ont réussi au début à remporter quelques succès. Ils ont même marché jusqu'à Sardes, la capitale de la satrapie lydienne, et ont incendié une partie de la ville. Mais les Perses se sont rapidement ressaisis. Darius a envoyé une armée massive pour écraser la révolte. Une à une, les cités ioniennes ont été reprises. En 494, après un siège long et brutal, Milet est tombée. La ville a été détruite, ses habitants tués ou réduits en esclavage. Les Perses ont pris une terrible revanche. Quand la nouvelle du sort de Milet est parvenue à Athènes, le dramaturge Phrynikos a écrit une tragédie intitulée « La prise de Milet ». Quand la pièce a été représentée, les spectateurs athéniens ont pleuré. Et les autorités ont interdit la pièce pour éviter de raviver la douleur. Mais Darius n'avait pas oublié qu'Athènes et Érétrie avaient aidé les rebelles. Il considérait leur intervention comme une insulte intolérable. Selon l'historien Hérodote, Darius a ordonné à un serviteur de lui rappeler 3 fois par jour avant chaque repas. « Maître, souviens-toi des Athéniens. » Darius a décidé de punir les cités grecques qui avaient osé se mêler de ses affaires et, plus largement, de soumettre toute la Grèce à son autorité. En 492, Darius a envoyé une première expédition navale contre la Grèce. La flotte a longé la côte nord de la mer Égée, soumettant les cités de Thrace et de Macédoine. Mais en contournant le mont Athos, la flotte a été frappée par une violente tempête qui a détruit de nombreux navires et noyé des milliers de soldats. L'expédition a dû faire demi-tour. Mais Darius n'a pas abandonné. 2 ans plus tard, en 490, il a envoyé une deuxième expédition, plus grande et mieux préparée. Cette fois, au lieu de longer les côtes, la flotte a traversé directement la mer Égée. Elle a d'abord attaqué Érétrie, qui a été prise après un bref siège, détruite et ses habitants déportés. Puis la flotte a traversé le détroit entre l'Eubée et l'Attique et a débarqué à Marathon, une plaine située à environ 40 km au nord-est d'Athènes. Les Perses ont choisi cet endroit sur le conseil d'Hippias, l'ancien tyran d'Athènes qui les accompagnait et qui espérait être rétabli au pouvoir par les Perses. Marathon était une plaine idéale pour la cavalerie perse et assez proche d'Athènes
pour permettre une marche rapide sur la ville. Quand les Athéniens ont appris que les Perses avaient débarqué à Marathon, ils ont dû décider rapidement quoi faire. Attendre derrière les murs de la ville? Marcher à la rencontre de l'ennemi? Les stratèges athéniens étaient divisés. Finalement, sur le conseil de Miltiade, un stratège qui connaissait bien les Perses, car il avait vécu en Thrace, les Athéniens ont décidé de marcher vers Marathon avec toute leur armée de citoyens soldats. C'était une armée d'environ 10 000 hoplites, des fantassins lourdement armés, protégés par un casque, une cuirasse, des jambières de bronze, portant un grand bouclier rond et armés d'une longue lance et d'une épée. En chemin vers Marathon, ils ont été rejoints par 1000 hoplites de la petite cité de Platée, leur seul allié. Sparte avait promis d'envoyer des troupes, mais à cause d'une fête religieuse, les Spartiates ne pouvaient pas partir immédiatement. Ils arriveraient trop tard. Arrivés à Marathon, les Athéniens ont campé sur les collines dominant la plaine, bloquant les routes vers Athènes. Pendant plusieurs jours, les deux armées se sont observées sans bouger. Les Perses attendèrent peut-être des renforts, ou espéraient qu'une faction pro-perse à Athènes leur ouvrirait les portes de la ville. Les Athéniens attendaient les Spartiates. Mais finalement, Miltiade a décidé qu'il fallait attaquer. Peut-être a-t-il appris que la cavalerie perse avait été réembarquée sur les navires, laissant l'infanterie vulnérable. À l'aube, les Athéniens ont descendu les collines et ont chargé en courant à travers la plaine. Cette charge était inhabituelle. Normalement, les hoplites avançaient lentement en gardant leur formation serrée. Mais Miltiade a ordonné à ses hommes de courir sur les dernières centaines de mètres pour minimiser le temps pendant lequel ils seraient exposés aux flèches perses. La phalange athénienne, une masse compacte de boucliers et de lances, a frappé la ligne perse avec une force terrible. Le centre perse, plus fort, a repoussé le centre athénien. Mais les ailes athéniennes, renforcées, ont enfoncé les ailes perses, puis ont pivoté pour encercler le centre perse. Pris en tenaille, les Perses ont paniqué et ont fui vers leurs navires sur la plage. Beaucoup ont été tués dans la poursuite. Les Athéniens ont même tenté de capturer les navires perses, mais dans cette phase de la bataille, plusieurs Athéniens éminents sont morts, dont le frère d'Échille, le futur dramaturge. À la fin de la journée, les Perses avaient perdu environ 6400 hommes selon Hérodote. Les Athéniens avaient perdu seulement 192 hommes, qui ont été ensevelis sur le champ de bataille sous un tumulus qui existe encore aujourd'hui. C'était une victoire athénienne éclatante, presque miraculeuse. Une petite armée de citoyens soldats avait vaincu la puissante armée de l'Empire le plus grand du monde. Après la bataille, selon une légende tardive, un messager athénien nommé Phidippides ou Philippides aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire. Il serait arrivé, aurait crié « Nous avons vaincu » et serait mort d'épuisement. Cette histoire, probablement apocryphe, a inspiré la création de la course de marathon dans les Jeux olympiques modernes de 1896. La distance de 42 km et 195 mètres correspond approximativement à la distance entre Marathon et Athènes. Mais la victoire de Marathon, aussi spectaculaire qu'elle a été, n'a pas mis fin à la menace perse. Au contraire, elle n'a fait que retarder l'inévitable confrontation. Darius était furieux de la défaite et a commencé à préparer une nouvelle expédition, encore plus massive. Mais il est mort en 486, avant d'avoir pu la mener à bien. Son fils Xerxès, qui lui a succédé, a hérité de son projet de conquérir la Grèce. Xerxès était jeune, ambitieux, déterminé à venger l'affront de Marathon et à ajouter la Grèce à son empire. Xerxès a passé 4 ans à préparer minutieusement son invasion. Il a rassemblé une armée gigantesque, recrutée dans toutes les provinces de l'empire. Les historiens anciens parlaient de millions de soldats, mais ces chiffres sont certainement exagérés. Les estimations modernes varient, mais l'armée de Xerxès comptait probablement entre 100 000 et 300 000 hommes, ce qui était déjà énorme pour l'époque.
Il a aussi assemblé une immense flotte de plus de 1000 navires pour transporter l'armée, la ravitailler et combattre la flotte grecque. Pour permettre à son armée de traverser l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Asie de l'Europe, Xerxès a fait construire 2 ponts de bateaux. Selon Hérodote, quand une tempête a détruit les premiers ponts, Xerxès, dans sa colère, a ordonné de fouetter la mer avec des chaînes et d'y jeter des entraves, comme pour la punir de sa désobéissance. Cette anecdote, vraie ou non, illustre l'orgueil démesuré de Xerxès aux yeux des Grecs. De nouveaux ponts ont été construits, plus solides, et l'armée perse a traversé en Europe. Ensuite, pour éviter le désastre qui avait frappé la première expédition près du mont Athos, Xerxès a fait creuser un canal à travers la péninsule. Un travail titanesque qui a duré 3 ans. Quand l'armée de Xerxès s'est mise en marche vers le sud en 480 avant notre ère, traversant la Thrace puis la Macédoine, les nouvelles ont semé la panique en Grèce. Beaucoup de cités ont décidé de se soumettre immédiatement, offrant la terre et l'eau à Xerxès, les symboles traditionnels de la soumission. Mais d'autres, menées par Athènes et Sparte, ont décidé de résister. Les cités qui voulaient résister ont envoyé des représentants à Corinthe pour former une alliance défensive. C'était la première fois que les cités grecques s'unissaient vraiment face à une menace commune. Sparte, reconnue pour son excellence militaire, a pris le commandement des forces terrestres. Athènes, qui possédait la plus grande flotte, a pris le commandement des forces navales. Mais comment arrêter une armée aussi massive ? La stratégie adoptée par les Grecs était de profiter de la géographie de leur pays pour ralentir l'avance perse. La première ligne de défense serait aux Thermopyles, un passage étroit entre la montagne et la mer, où une petite force pourrait tenir une grande armée. En même temps, la flotte grecque se positionnerait au large du cap Artémision pour empêcher la flotte perse de contourner les Thermopyles par mer. Le roi spartiate Léonidas est parti aux Thermopyles avec une force relativement petite, 300 Spartiates, son garde du corps royal, et plusieurs milliers d'alliés de différentes cités. Peut-être 7000 hommes au total. Pourquoi si peu ? Sparte célébrait les fêtes carnéennes, et la loi religieuse interdisait de faire la guerre pendant cette période. De plus, c'était aussi le moment des Jeux olympiques, et beaucoup de Grecs hésitaient à les interrompre, même face à une invasion. Léonidas est parti avec une avant-garde, avec la promesse que le reste de l'armée suivrait après les fêtes. Aux Thermopyles, les Grecs ont construit un mur en travers du passage et se sont préparés à tenir. Quand l'armée de Xerxès est arrivée, les Perses ont été stupéfaits de voir une si petite force bloquer leur chemin. Xerxès a envoyé un émissaire pour demander aux Grecs de déposer leurs armes. Léonidas aurait répondu par la fameuse phrase « Molon Lab, viens les prendre ». Xerxès a attendu 4 jours, pensant que les Grecs se retireraient quand ils verraient la taille de son armée. Mais les Grecs ne bougèrent pas. Finalement, Xerxès a ordonné l'attaque. Pendant 2 jours, les Perses ont lancé assaut sur assaut contre la position grecque. Dans le passage étroit, leur supériorité numérique ne servait à rien. Seul un petit nombre de soldats pouvaient combattre en même temps, et les hoplites grecs, avec leur armure lourde et leur formation en phalange, étaient supérieurs au combat rapproché. Les Spartiates utilisaient même une tactique trompeuse. Ils faisaient semblant de fuir. Et quand les Perses les poursuivaient en rompant leur formation, les Spartiates se retournaient et les massacraient. Les Perses ont subi des pertes énormes sans parvenir à franchir le passage. Mais le 3e jour, un désastre s'est produit. Un berger local, nommé Éphialte, motivé par l'appât du gain, a trahi les Grecs. Il a montré aux Perses un sentier de montagne qui contournait les Thermopyles et permettait d'attaquer les Grecs par derrière. Xerxès a immédiatement envoyé une force d'élite, les Immortels, pour emprunter ce sentier pendant la nuit. Ils ont surpris et dispersé le détachement grec qui gardait le sentier. Quand Léonidas a appris qu'il était sur le point d'être encerclé, il a tenu conseil avec ses alliés. La position était devenue intenable. La plupart des alliés voulaient en se retirer pour se battre un autre jour.
Léonidas a accepté et a renvoyé la majorité de ses troupes. Mais lui et ses 300 Spartiates sont restés, ainsi que 700 Thespiens qui ont refusé de partir, et 400 Thébains. Pourquoi sont-ils restés? Pour donner aux autres le temps de se retirer? Pour obéir à un oracle qui avait prédit qu'un roi spartiate devait mourir pour sauver Sparte? Par honneur, refusant l'idée de la retraite? Nous ne savons pas avec certitude, mais leur sacrifice est devenu légendaire. Le dernier jour, Léonidas et ses hommes savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont pris leur dernier repas ensemble, et Léonidas aurait dit « Ce soir, nous dînerons dans l'Hadès ». Quand les Perses ont attaqué le matin, les Grecs ont résisté avec une fureur désespérée. Ils ont combattu avec leurs lances jusqu'à ce qu'elles se brisent, puis avec leurs épées jusqu'à ce qu'elles se cassent, puis avec leurs mains et leurs dents. Léonidas est tombé tôt dans la bataille et son corps a été l'objet d'une mêlée féroce, les Grecs essayant de le protéger et les Perses essayant de s'en emparer. Finalement, les survivants grecs se sont retirés sur une petite colline dans le passage. Encerclés, épuisés, ils ont combattu jusqu'au dernier. Quand tout fut fini, Xerxès a fait décapiter le cadavre de Léonidas et mettre sa tête sur un pieu. Une marque de respect inversée témoignant de la peur que ce guerrier lui avait inspirée. Les Thermopyles étaient une défaite militaire, mais une victoire morale. Les Grecs avaient montré qu'ils préféraient mourir libres plutôt que vivre esclaves. La nouvelle du sacrifice de Léonidas et de ses hommes s'est répandue dans toute la Grèce, galvanisant la résistance. Des années plus tard, un monument a été érigé aux Thermopyles avec une épitaphe composée par le poète Simonide. « Étrangers, va dire aux Spartiates que nous gisons ici pour avoir obéi à leurs lois. » Après les Thermopyles, plus rien ne s'opposait à l'avance de Xerxès vers le sud. L'armée perse a traversé la Béotie et est entrée en Attique. Les Athéniens, suivant le plan élaboré par Thémistocle, ont évacué leur cité. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été envoyés sur les îles voisines de Salamine et d'Égine. Les hommes valides ont embarqué sur la flotte. Xerxès est entré dans une Athènes déserte et a fait incendier l'acropole en représailles de l'incendie de Sardes 15 ans plus tôt. Les temples ont brûlé, les statues ont été renversées. C'était un spectacle désolant. Mais les Athéniens savaient que leur seul espoir résidait maintenant dans leur flotte. La flotte grecque, composée d'environ 380 trières, s'est rassemblée dans le détroit étroit entre l'île de Salamine et le continent. La flotte perse était beaucoup plus nombreuse, peut-être 600 ou 700 navires. Mais Thémistocle avait un plan. Il voulait forcer les Perses à combattre dans le détroit étroit, où leur supériorité numérique serait un handicap plutôt qu'un avantage. Mais convaincre les autres commandants grecs n'était pas facile. Beaucoup voulaient se retirer vers l'isthme de Corinthe pour défendre le Péloponnèse. Thémistocle savait que cela serait une erreur. Dans les eaux ouvertes, la flotte perse les écraserait. Pour forcer la main de ses alliés et de Xerxès, Thémistocle a eu recours à une ruse audacieuse. Il a envoyé secrètement un messager à Xerxès, se faisant passer pour un traître, pour l'informer que les Grecs étaient divisés et sur le point de fuir pendant la nuit. Si Xerxès bloquait les issues du détroit immédiatement, il pourrait les piéger. Xerxès est tombé dans le piège. Il a envoyé une partie de sa flotte bloquer les sorties du détroit pendant la nuit, épuisant ses équipages. Au matin, la bataille de Salamine a commencé. Les Perses, entrant dans le détroit étroit, se sont retrouvés serrés les uns contre les autres, incapables de manœuvrer. Les trières grecques, plus manœuvrables et mieux adaptées à ce genre de combat, les ont attaqués méthodiquement. Elles fonçaient avec leurs éperons de bronze sur les flancs des navires perses, les éventrant et les faisant couler. Le détroit est devenu un chaos de navires qui se percutaient, d'hommes qui tombaient à l'eau, de cris et de fumée. Les Perses ont subi des pertes catastrophiques. Selon la tradition, Xerxès observait la bataille depuis une colline sur le rivage, assis sur un trône d'or. Il a vu sa flotte se faire détruire sous ses yeux.
impuissants. À la fin de la journée, les Perses avaient perdu environ 200 navires contre seulement 40 pour les Grecs. C'était un désastre pour Xerxès. Sans sa flotte, il ne pouvait plus ravitailler son armée par mer. Le risque qu'une révolte éclate dans une province orientale de son empire pendant son absence devenait préoccupant. Xerxès a décidé de retourner en Asie avec une grande partie de son armée, laissant son général Mardonios avec une force d'environ 100 000 hommes pour continuer la guerre. Mardonios a passé l'hiver en Thessalie, puis a fait une dernière tentative pour diviser les Grecs en offrant des conditions généreuses aux Athéniens s'ils changèrent de camp. Les Athéniens ont refusé avec mépris. Au printemps 479, Mardonios a envahi l'Attique une deuxième fois, détruisant ce qui restait d'Athènes. Mais les Athéniens avaient à nouveau évacué. Finalement, une armée grecque de plus de 100 000 hommes, la plus grande jamais rassemblée, commandée par le régent spartiate Pausanias, a marché vers le nord pour affronter Mardonios. La bataille décisive a eu lieu près de Platée, en Béotie, en août 479. C'était un combat d'infanterie massif, le genre de bataille où les Grecs excellaient. Après plusieurs jours de manœuvres et d'escarmouches, les deux armées se sont finalement affrontées. Les Spartiates et leurs alliés du Péloponnèse, formant l'aile droite de l'armée grecque, ont affronté les Perses d'élite et les ont vaincus dans un combat féroce. Mardonios lui-même a été tué. Quand les autres contingents perses ont vu la mort de leur commandant, ils ont paniqué et ont fui. L'armée grecque les a poursuivis jusqu'à leur camp fortifié et l'a pris d'assaut, massacrant les fuyards. La victoire était totale. Le même jour, ou peu après selon les sources, la flotte grecque a remporté une victoire contre les restes de la flotte perse au cap Mycale, sur la côte ionienne. Ces deux victoires jumelles, à Platée et à Mycale, ont marqué la fin définitive de l'invasion perse. Xerxès a été forcé d'accepter la défaite. Les cités grecques d'Asie mineure ont été libérées de la domination perse. La Grèce était sauvée. Les guerres médiques, comme les Grecs appelaient en ces conflits, ont eu des conséquences immenses. D'abord, elles ont renforcé l'identité grecque. Avant, les Grecs se voyaient avant tout comme des Athéniens, des Spartiates, des Corinthiens. Maintenant, ils avaient une conscience plus forte d'être des Hellènes, partageant une langue, des dieux, des coutumes et ayant combattu ensemble contre un ennemi commun. Cette identité panhellénique allait devenir de plus en plus importante dans les siècles suivants. Deuxièmement, les guerres ont établi Athènes comme la puissance maritime dominante en Grèce. Athènes avait fourni la plus grande partie de la flotte qui avait vaincu les Perses à Salamine. Après la guerre, Athènes a pris la tête d'une alliance des cités maritimes et insulaires, la Ligue de Délos, créée officiellement pour continuer la guerre contre la Perse et libérer les cités grecques encore sous domination perse. Cette ligue allait graduellement se transformer en un empire athénien. Troisièmement, les guerres ont donné aux Grecs, et particulièrement aux Athéniens, une énorme confiance en eux-mêmes. Ils avaient vaincu l'empire le plus puissant du monde. Ils avaient montré que la liberté et le courage pouvaient triompher de la tyrannie et du nombre. Cette confiance allait alimenter une explosion de créativité culturelle sans précédent. Les décennies qui ont suivi les guerres médiques sont considérées comme l'âge d'or d'Athènes, le sommet de la civilisation grecque classique. C'est l'époque de Périclès, de Phidias, de Sophocle, de Socrate. C'est l'époque où l'Acropole a été reconstruite avec le Parthénon et les autres temples magnifiques que nous admirons encore aujourd'hui. En ruine, mais toujours majestueux. C'est l'époque où la tragédie grecque a atteint sa perfection, où la philosophie a fleuri, où la démocratie athénienne a fonctionné au mieux. Périclès, l'homme qui a dominé la politique athénienne pendant plus de 30 ans, de 461 à 429 avant notre ère, était un aristocrate de naissance, mais un démocrate par conviction. Il a introduit de nombreuses réformes pour élargir la participation politique. La plus importante a été l'introduction d'une indemnité pour les citoyens qui servaient comme jurés dans les tribunaux populaires.
Avant cette réforme, seuls les riches pouvaient permettre de passer leur journée au tribunal. Maintenant, même les pauvres pouvaient participer, car ils recevaient une petite somme d'argent, assez pour compenser leur perte de salaire. Cette mesure a renforcé la démocratie en permettant à tous les citoyens de participer à l'administration de la justice. Périclès a aussi développé la puissance navale d'Athènes. La flotte, composée de centaines de trières, était basée au Pirée, le port d'Athènes. Chaque trière nécessitait un équipage d'environ 200 hommes, principalement des rameurs. Ces rameurs étaient pour la plupart des citoyens pauvres, les têtes, qui ne pouvaient pas se permettre l'équipement d'hoplites. En servant dans la flotte, ils contribuaient à la défense de la cité et gagnaient un salaire. Cela leur donnait aussi un poids politique. Puisqu'ils défendaient Athènes, ils estimaient avoir le droit de participer aux décisions politiques. Ainsi, la puissance navale d'Athènes a renforcé la démocratie en donnant du pouvoir aux classes les plus pauvres. Mais le projet le plus ambitieux de Périclès, celui qui a défini son époque, était la reconstruction de l'acropole. Le rocher sacré avait été laissé en ruine après l'incendie par les Perses. Pendant presque 30 ans, les Athéniens avaient juré de laisser les ruines intactes comme rappel de la barbarie perse. Mais vers 450 avant notre ère, Périclès a convaincu l'Assemblée qu'il était temps de reconstruire. Les nouveaux temples seraient plus beaux que les anciens, témoignant de la grandeur et de la richesse d'Athènes. Le projet était financé en partie par le trésor de la Ligue de Délos, ce qui a provoqué des controverses. Les alliés d'Athènes protestaient que leur argent, destiné à la défense commune, était utilisé pour embellir Athènes. Mais Périclès a répondu qu'Athènes assurait la protection de tous, et qu'elle avait donc le droit d'utiliser les fonds comme elle l'entendait. Cet argument n'a convaincu personne, mais Athènes était trop puissante pour être contestée. Le Parthénon, le temple principal dédié à Athéna Parthénos, Athéna la Vierge, a été construit entre 447 et 432. Les architectes Iktinos et Callicratès ont créé un chef-d'œuvre d'harmonie et de proportion. Le temple est construit entièrement en marbre pentélique, extrait des carrières du mont Pentélique près d'Athènes. Il mesure environ 70 mètres de long et 30 de large. Il est entouré de 46 colonnes doriques massives. Mais ce qui rend le Parthénon vraiment extraordinaire, ce sont les raffinements architecturaux subtils, conçus pour contrer les illusions d'optique et créer une impression de perfection visuelle. Les colonnes ne sont pas parfaitement verticales. Elles s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Si on les prolongeait vers le haut, elles se rejoindraient à environ 1500 mètres d'altitude. Cela crée une impression de stabilité et empêche les colonnes de paraître penchées vers l'extérieur. Les colonnes ne sont pas cylindriques. Elles ont un léger renflement, l'entasis, à environ 1/3 de leur hauteur. Cela les empêche de paraître concaves, ce qui se produirait si elles étaient parfaitement cylindriques. Les lignes horizontales du temple, le stylobate, la plateforme sur laquelle reposent les colonnes, et l'entablement, la structure au-dessus des colonnes, ne sont pas parfaitement horizontales. Elles s'incurvent légèrement vers le haut au centre. Cette courbure compense la tendance de l'œil à percevoir une ligne droite comme s'affaissant au milieu. Ces raffinements, invisibles sauf à l'examen minutieux, demandaient une précision extraordinaire dans la taille des blocs de marbre et dans leur assemblage. Ils témoignent de la maîtrise technique des architectes et artisans grecs. À l'intérieur du Parthénon se dressait la statue colossale d'Athéna, créée par Phidias, le plus grand sculpteur de l'époque. La statue mesurait environ 12 mètres de haut. Elle était faite d'or et d'ivoire sur une structure en bois, une technique appelée chryséléphantine. Athéna était représentée debout, vêtue d'un péplos, tenant une petite statue de Niké, la victoire, dans sa main droite, et s'appuyant de la main gauche sur un bouclier à côté duquel se dressait un serpent. Son casque était orné de sphinx et de griffons. La statue n'existe plus, ayant disparu à une époque ultérieure, probablement détruite ou fondue. Mais les descriptions anciennes et les copies réduites
nous donnent une idée de sa splendeur. Le Parthénon était aussi orné de sculptures extraordinaires. Les frontons, les espaces triangulaires aux deux extrémités du temple, contenaient des compositions sculpturales représentant la naissance d'Athéna, fronton est, et sa compétition avec Poséidon pour devenir le protecteur d'Athènes, fronton ouest. Les métopes, les panneaux rectangulaires au-dessus des colonnes, représentaient diverses batailles mythologiques. Les Grecs contre les Amazones, les dieux contre les géants, les Lapites contre les centaures, la guerre de Troie. Ces batailles symbolisaient la victoire de la civilisation sur la barbarie, de l'ordre sur le chaos. Thème très pertinent après les guerres médiques. Mais la sculpture la plus remarquable était la frise qui courait tout autour de l'intérieur de la colonnade, juste en dessous du plafond, à une hauteur de 12 mètres. Cette frise, longue de 160 mètres, représentait la procession panathénaïque, la grande fête célébrée tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna. On y voit des jeunes gens à cheval, des chars, des musiciens, des porteurs d'offrandes, des animaux sacrificiels, des citoyens âgés, et enfin les dieux eux-mêmes assis et observant la procession. C'était extraordinaire de représenter des citoyens ordinaires, pas des héros ou des dieux, sur un temple. Cela témoignait de la fierté civique des Athéniens et de leur conviction que leur cité et leurs institutions valèrent la peine d'être célébrées. Aujourd'hui, une grande partie des sculptures du Parthénon, les fameux marbres d'Elgin, se trouvent au British Museum de Londres. Elles ont été enlevées du temple au début du XIXe siècle par Lord Elgin, ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman qui contrôlait alors la Grèce. Leur enlèvement reste controversé et la Grèce demande régulièrement leur retour. Outre le Parthénon, l'Acropole accueillait d'autres édifices remarquables construits sous Périclès. Les propylées, l'entrée monumentale de l'Acropole, ont été construites par l'architecte Mnésiclès. Le petit temple d'Athéna Niké, célébrant la victoire, se dressait sur un bastion au bord de l'Acropole. Plus tard, après la mort de Périclès, l'Érectéion a été construit, un temple complexe avec le fameux porche des Cariatides, où 6 statues de jeunes femmes servent de colonnes pour soutenir le toit. Mais l'âge d'or d'Athènes n'était pas seulement architectural, c'était aussi l'âge d'or du théâtre grec. Le théâtre était au cœur de la vie culturelle athénienne. Il n'était pas un simple divertissement, mais une institution civique importante, profondément liée à la religion et à la démocratie. Les représentations théâtrales avaient lieu lors des fêtes en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin, du théâtre et de l'extase. La principale de ces fêtes était les grandes Dionysies, célébrées au printemps. Pendant plusieurs jours, les citoyens se rassemblaient dans le théâtre de Dionysos, au pied sud de l'Acropole, pour assister à des concours de tragédie et de comédie. Le théâtre de Dionysos pouvait accueillir environ 15 000 spectateurs. C'était un espace en plein air, creusé dans la pente de la colline. Les spectateurs s'asseyaient sur des gradins de pierre disposés en demi-cercle autour de l'orchestra. Un espace circulaire au centre où le chœur chantait et dansait. Derrière l'orchestra se dressait la skèné, un bâtiment qui servait de coulisses et de fond de scène. Les acteurs, tous des hommes même pour les rôles féminins, portaient des masques qui amplifiaient leur voix et indiquaient le caractère qu'ils jouaient. Il n'y avait généralement que 3 acteurs parlant en même temps, mais ils jouaient plusieurs rôles en changeant de masque. Les 3 grands tragédiens de cette époque étaient Échille, Sophocle et Euripide. Échille, né vers 525 avant notre ère, avait lui-même combattu à Marathon et à Salamine. Sur sa pierre tombale, il a choisi de se faire commémorer non comme dramaturge, mais comme guerrier de Marathon. Ces tragédies sont monumentales, traitant de grands thèmes cosmiques, la justice divine, le destin, la transmission de la culpabilité de génération en génération. Sa trilogie l'Orestie, la seule trilogie tragique complète qui nous soit parvenue, raconte l'histoire de la maison d'Atrée, depuis le retour d'Agamemnon de Troie et son assassinat par sa femme Clytemnestre.
jusqu'à la vengeance de leur fils Oreste et sa purification finale par le tribunal d'Athéna. L'Orestie est une méditation sur la nature de la justice, la fin des vendettas sanglantes et l'établissement de la loi et de l'ordre. Sophocle, né vers 496 avant notre ère, a remporté son premier prix au concours dramatique en 468, battant Échille. Il était non seulement dramaturge, mais aussi général, prêtre et citoyen respecté. Il a écrit plus de 120 pièces, dont seulement 7 nous sont parvenues complètes. Ses tragédies les plus célèbres sont Oedipe roi, considérée par Aristote comme la tragédie parfaite, Antigone et Oedipe à Colonne. Sophocle excellait dans la création de personnages complexes, confrontés à des dilemmes moraux insolubles. Dans Antigone, l'héroïne doit choisir entre la loi de la cité, qui interdit d'enterrer son frère traître, et la loi divine, qui exige qu'elle lui rende les honneurs funèbres. Dans Oedipe roi, le héros, en cherchant à échapper à son destin, l'accomplit. Ces pièces posent des questions profondes sur la liberté humaine, le destin, la justice, questions qui n'ont pas de réponse simple. Euripide, né vers 480 avant notre ère, était le plus jeune et le plus controversé des trois. Ses pièces étaient moins conventionnelles, plus psychologiques, parfois presque cyniques. Il s'intéressait particulièrement aux personnages marginaux, les femmes, les esclaves, les barbares. Ces héroïnes, comme Médée qui tue ses propres enfants pour se venger de son mari infidèle, ou Phèdre qui tombe amoureusement de son beau-fils, sont des figures passionnées, destructrices, profondément humaines. Euripide était sceptique à l'égard des dieux et des mythes traditionnels. Ses pièces remettaient en question les valeurs établies, ce qui le rendait impopulaire de son vivant. Il n'a remporté que 5 fois le premier prix au concours dramatique. Mais après sa mort, sa réputation a grandi et il est devenu le plus populaire des 3 tragédiens dans l'Antiquité tardive. Le théâtre grec n'était pas un simple divertissement. C'était un lieu de réflexion collective, où la cité examinait ses valeurs, ses croyances, ses problèmes. Les tragédies traitaient de questions difficiles. Qu'est-ce que la justice ? Quand peut-on désobéir à la loi ? Comment vivre avec la culpabilité ? Qu'est-ce qui nous rend humains ? Les citoyens qui assistaient aux représentations sortaient ébranlés, ayant vu des vérités difficiles sur la condition humaine. Le philosophe Aristote a écrit que la tragédie provoque la catharsis, une purification des émotions par la pitié et la peur. En voyant les souffrances des personnages tragiques, les spectateurs vivaient ces émotions de manière intense mais sûre, et en ressortaient purifiés. En plus de la tragédie, il y avait aussi la comédie. Le plus grand comédien de l'époque classique était Aristophane, qui a vécu de 450 à 385 environ. Ses comédies sont sauvagement drôles, obscènes, satiriques, pleines de jeux de mots et de bouffonneries. Mais elles sont aussi profondément politiques. Aristophane se moquait des politiciens, des généraux, des intellectuels, des modes contemporaines. Dans Les Nuées, il ridiculise Socrate et les sophistes. Dans Lysistrata, les femmes de Grèce décident de faire la grève du sexe pour forcer leur mari à arrêter la guerre. Dans Les Grenouilles, le dieu Dionysos descend aux enfers pour ramener Euripide, mort récemment, parce qu'il n'y a plus de bons dramaturges vivants. Ces comédies témoignent de la liberté d'expression extraordinaire dont jouissaient les Athéniens. On pouvait se moquer ouvertement des hommes les plus puissants de la cité sans craindre la censure ou la répression. L'âge d'or d'Athènes était aussi l'âge de la philosophie. Avant cette époque, il y avait eu des philosophes en Grèce, les présocratiques comme Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, qui s'étaient intéressés principalement à la nature du cosmos, aux principes fondamentaux de la réalité. Mais au 5e siècle avant notre ère, l'attention philosophique s'est tournée vers l'homme et la société. Les sophistes, des enseignants itinérants qui proposaient leurs services moyennant paiement, enseignaient la rhétorique, l'art de parler de manière persuasive. Dans une démocratie comme Athènes,
où les décisions se prenaient par le débat et le vote, savoir parler était un pouvoir immense. Les sophistes promettaient d'enseigner comment faire du plus faible argument le plus fort, c'est-à-dire comment défendre n'importe quelle position de manière convaincante. Certains sophistes, comme Protagoras, étaient de vrais penseurs qui posèrent des questions profondes sur la connaissance et la moralité. D'autres étaient des charlatans qui enseignaient simplement des tours rhétoriques. C'est dans ce contexte qu'est apparu Socrate, peut-être le philosophe le plus influent de tous les temps, même s'il n'a jamais écrit une ligne. Socrate est né vers 469 avant notre ère dans une famille modeste d'Athènes. Son père était tailleur de pierre, sa mère sage-femme. Socrate a servi comme hoplite dans l'armée athénienne et s'est distingué par son courage et son endurance. Mais c'est comme philosophe qu'il est devenu célèbre, ou plutôt notoire. Il passait ses journées sur l'agora, engageant des conversations avec quiconque voulait bien parler, posant des questions, examinant les croyances des gens. La méthode socratique, telle que nous la connaissons à travers les dialogues de son disciple Platon, consistait à interroger les gens sur des concepts qu'ils pensèrent comprendre. La justice, le courage, la piété, la vertu, et à montrer par des questions successives qu'ils ne les comprenaient pas vraiment. Par exemple, quelqu'un pourrait dire que la piété consiste à honorer les dieux. Socrate demanderait alors « Mais qu'est-ce que cela signifie d'honorer les dieux ? Est-ce leur offrir des sacrifices ? Mais les dieux ont-ils vraiment besoin de nos sacrifices ? Et si un acte est pieux parce que les dieux l'approuvent, ou les dieux l'approuvent-ils parce qu'il est pieux ? Ces questions apparemment simples révélaient que nos concepts familiers étaient en fait très confus. Socrate ne prétendait pas avoir les réponses. Il disait seulement qu'il savait qu'il ne savait rien, ce qui le rendait plus sage que ceux qui croyaient savoir, mais ne savaient pas. Cette méthode irritait beaucoup de gens, en particulier ceux qui étaient convaincus de leur propre sagesse. Les jeunes Athéniens adoraient Socrate parce qu'il leur montrait que les croyances de leurs aînés pouvaient être questionnées. Mais les aînés voyaient en Socrate un danger pour l'ordre social. En 399, Socrate a été traîné devant les tribunaux, accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité. Ces accusations étaient largement injustes, motivées peut-être par des raisons politiques. Socrate a proposé des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.